Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 3 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer l'actualité et le cours du BTC ainsi que aujourd'hui on va parler du Nasdaq, du LTLC et du Total 3, donc qui représente la totalité des cryptos en dehors de BTC et d'Ethereum. Vous allez voir qu'aujourd'hui il y a assez peu de nouvelles, on va se focus vraiment sur l'analyse technique pour se projeter aussi dans un cluster de liquidité pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer actuellement, pour pouvoir préparer cette semaine qui risque d'être relativement intéressante, et je vais vous expliquer pourquoi, et ça commence maintenant. Pour l'actualité, on a Hong Kong qui renforce sa notoriété en tant que hub crypto. Clairement, on sait déjà qu'il y a eu un shift qui s'est mis en place au niveau de Hong Kong depuis quasiment 6 mois. Ça se renforce grandement avec même une task force dédiée au Web3 et à la mise en place, à l'accompagnement, de sociétés qui souhaitent se mettre en place au sein de Hong Kong. Et donc ça, c'est vraiment déjà une très très bonne nouvelle. On sait qu'il y a eu un certain nombre de nouvelles fiscales qui sont mises en place avec la considération des assets numériques comme étant des biens réels. Et donc, on a vraiment un écosystème autour de la crypto qui est en train de se créer, vraiment sur Hong Kong. On a aussi la même chose qui est en train de se mettre en branle maintenant uniquement au niveau de l'Angleterre. Ça prend du temps, on a eu une première loi qui a été votée, mais on a un shift qui s'est effectué au niveau de l'Angleterre. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Clairement, aux États-Unis, on a encore des lois qui sont en cours de préparation, mais on a un Gary Gensler à la tête de la SEC qui est anti-crypto, en tout cas tout ce qui est autre que BTC. Et ça se fait grandement ressentir. Il a été attaqué de ce côté-là assez fortement en disant qu'il souhaite tuer tout simplement l'écosystème crypto, notamment avec la remontrance qu'il a effectuée aux différents ETF en disant que il n'était pas encore suffisamment correct comme ETF, et que justement ils devaient refaire leur copie. Ce type de refus par rapport à notamment quelque chose comme BlackRock semble quand même relativement étrange, la façon dans laquelle ça a été fait aussi. Je vous ai fait une vidéo notamment samedi dessus pour bien comprendre pourquoi c'était étrange et pourquoi pour moi ça me choquait de la façon dans laquelle ça avait été fait. Je vous mets la vidéo en haut à droite si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça sous-entend aussi, par rapport à Gensler, qu'on a quand même pas mal de nouvelles. Est-ce que, oui ou non, il va être démis de ses fonctions? Est-ce que, oui ou non, il y a une enquête? Vu la pression qu'il y a dessus, on a pas mal de nouvelles qui sont en train de passer, notamment une fake news. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, que ce soit en DM ou que ce soit en commentaire. On voit que cette news était plutôt une fake news qui a été générée par ChatGPT, en l'occurrence, ou en tout cas une IA de génération, et que le site en lui-même qui a reporté ça est un site qui existe depuis très peu et très mal noté sur la véracité de ces nouvelles. Donc on est pour moi, pour l'instant, sur un Gary Gensler qui est toujours en poste et qui ne va pas partir tout de suite, à moins qu'il y ait une pression suffisamment forte. Mais pour rappel, il agit sous les ordres de Biden, en tout cas de l'administration Biden. Donc pour moi, il n'y a aucune raison qu'il soit démis jusqu'à ce qu'il y ait un changement d'orientation. Et oui, clairement, il servira de fusible pour sauter. Au niveau de la macro US, on a une semaine qui est plutôt ledge, on va dire, en termes de, je pense, volatilité, même si on a quand même des grosses nouvelles. On a le PMI manufacturier qui va tomber donc aujourd'hui à 16h. Ensuite, on va avoir un jour férié le mardi, donc ça veut dire très peu de volatilité aussi. On va avoir mercredi la minute de la Fed. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Et pour moi, là où on pourrait avoir un peu de volatilité serait jeudi avec le PMI qui tombe, avec le rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi de mai. On va voir l'indice PMI non facturier de juin, donc on risque d'avoir pas mal de nouvelles. Il faudrait qu'on bouge un petit peu, je pense que ça risque d'être relativement flat, surtout sur le mois de juin. Et on a le taux de chômage, prévu à 3,7 d'ailleurs, 3,7 sur le mois de juin aussi, vendredi 14h30, donc on a quand même des nouvelles, mais on n'oublie pas que le mois de juillet sur la macroéconomie est relativement flat. Alors, du coup, on attaque direct la partie technique. Partie technique sur le CME dans lequel on a fait notre clôture weekly, donc plutôt négative, mais somme toute relativement cohérente. On est toujours dans setup dans lequel on a eu une première accélération retracement, deuxième accélération retracement, troisième accélération. On pourrait ressembler d'ailleurs à un setup assez propre de vagues d'impulsion Elliottis avec première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième.
dans lequel on pourrait avoir un retracement ABC structurel qui pourrait être effectué, un retracement qui pourrait aller chercher justement une nouvelle fois cette zone de support au niveau de la rupture de la R, ou aller chercher notre gap ici qui se trouve entre 20 000 et 21 000, gap CME dans lequel en plus on serait totalement dans une reload zone. Néanmoins, on va prendre un petit peu de recul avec ça, et cette fois-ci avec une vue sur le total index qui prend la totalité des cours, et notamment les mouvements qui ont été effectués ce week-end. On voit qu'on a clôturé cette semaine, non pas en négatif, mais en positif, dans lequel on a une petite bougie qui est représentative, réellement d'une forme d'incertitude, et en même temps représentative d'un affaissement total de la volatilité. On a eu très peu de volatilité, même si on a eu des petites mèches qui sont allées chercher, on ira le voir tout à l'heure, de la liquidité, et moi ce que je voudrais vous poser comme question, et qu'on se pose tous comme question, c'est que si on prend un petit peu de recul, et qu'on voit donc en monthly, ce qui est en train de se passer. On voit qu'on a un premier retracement structurel ici, si on retire justement cette grosse mèche que l'on a eu là, notamment au mois de mars, dans lequel on a eu justement la peur, la très très grosse peur, avec l'ensemble des banques et la faillite bancaire des banques régionales US, là-dessus je vois pas de bougie rouge de retracement en monthly. Et donc la question que je vous poserai, c'est est-ce que si je souhaite, en tout cas avoir une vision de l'évolution, donc ça sous-entend que j'ai tendance à faire une extension de Fibonacci, donc pour ça, généralement je prends le point bas, je prends le point haut et le retracement. Et là ma question elle est-ce que vous prenez ce point haut et ce point bas, donc qui serait, quand on est en weekly, une très belle vision, d'accord? Pour rappel, weekly on pourrait prendre ici, ici et remonter, oui, mais en monthly, est-ce qu'on prendrait cette vision-là? D'ailleurs, petit passage, on a quand même retesté facilement le 1-1, donc qui est l'extension classique que l'on pourrait avoir sur un retest classique, et ensuite on a le 1-600 qui est à 34 000. Ou est-ce que on va prendre vraiment ce top-là, et ensuite le retracement structurel qui a été effectué au 24 700, pour nous donner notre target? Bon, mostly, j'ai envie de vous dire, au niveau de la technique, on devrait reprendre ça. En weekly, on prendrait celui-là, donc la première, et en monthly, on prendrait la seconde. Et c'est là où, des fois, l'analyse technique ne se suffit pas en elle-même, en tout cas, une certaine vision ne se suffit pas à lui-même, et il faut corréler avec plusieurs autres indicateurs, plusieurs autres façons d'analyser, et pour moi, on a quand même ici une belle vision pour un retracement, en tout cas une accélération serre, qui sera relativement forte, avec une recherche des liquidités sur le dessus de Terra Luna, d'accord, avec un retest des 51 000. Donc sur une vision très long terme, dans lequel on aurait un premier retracement. Alors que si on va chercher justement ce niveau de retracement avec, hop, la première partie, on va chercher quoi? Un 618, les 34 900, pour rappel, ici nous avons 34 000 à 36 000, nous avons notre zone de TP, de rechargement de sel, avec notre gamme CME, et c'est pour ça qu'il faut toujours corréler avec plusieurs indicateurs. Plusieurs indicateurs d'ailleurs qu'on va faire une petite analyse en 1 heure pour bien voir ce qui s'est passé à plusieurs reprises, où on voit que dans cette zone de neutralité de ranging que l'on a depuis du coup le 23 juin, cette zone de ranging on a créé de la liquidité supérieure ici avec premier retest, deuxième retest, cette liquidité a été prise en une mèche, et ce qui est intéressant de voir c'est qu'on est allé chercher la liquidité inférieure avec cette grosse mèche qui est allée chercher vendredi 30 juin, je vous en ai parlé notamment dans la vidéo de samedi, et on voit que même ce week-end dans lequel on a eu quand même une volatilité très très flat, hein, on a quand même poussé légèrement, mais on est allé chercher les liquidités inférieures dans lesquelles on est allé retester notamment le petit order block ici, en une seule et unique mèche, dans lequel on est allé chercher, et on a ravalé tout de suite cette mèche pour repartir ensuite à la hausse pour aller clôturer dans les 37 700, les 30 000 pardon, 700, dans lequel, là on a quand même une indication relativement forte d'une volonté à créer de la liquidité. On va en rediscuter tout à l'heure, mais voilà un petit peu, pour moi, les targets que l'on pourrait avoir, dans le sens où on pourrait avoir une cassure baissière, retracement, deuxième cassure baissière, dans lequel on pourrait avoir un retracement 3 temps, structurel, avec justement comme première target impulsion retracement, donc qui nous donne l'extension de Fibonacci, et on va chercher le 1,618 qui correspond à cet OB, donc cet order block, de retest au niveau de la temporisation dans les 28 929 000, et qui correspond aussi à cette première zone de volume dans laquelle on irait combler justement ce trou de volume avant de pouvoir repartir à la hausse si on souhaite continuer à faire notre poussée. Donc voilà un petit peu la première vision que j'ai en 1 heure, qui en même temps, quand on regarde ce qui est en train de se passer ici sur l'order flow, on voit plusieurs choses. On voit que dans un premier temps,
On a ici une accélération haussière très forte, hein. Je veux dire, on a continué à pousser très fortement au niveau des positions top trader. On achète totalement cette neutralité. Quand on regarde le début de neutralité, on a fait une accélération haussière à plus de 31 200. On avait quand même ici un retest des 58% au niveau des positions top trader. Ok, et là on est en dessous, donc on est quand même dans quelque chose qui est à 30 700, et on se retrouve avec des positions top trader qui sont toujours au-dessus de 60%, et qui sont dans les, on va vous donner 60.1. Donc on est quand même dans une zone ici où ça a été racheté durant toute cette zone de neutralité, avec une volonté certainement d'aller pousser plus haut, et on voit que durant cette zone de neutralité, on a bien eu ici une inflexion au niveau de la totalité des comptes. On voit qu'on se retrouve ici dans une multitude de croisements qui représentent une neutralité du marché dans lequel on est ici dans une incertitude générale de la totalité des comptes. D'ailleurs, quand on a ce type de setup là, quand on a ce type de neutralité, généralement ce qu'on souhaite avoir, c'est une compression de la liquidité, et on a une compression de la volatilité pour créer cette compression de la liquidité. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir au niveau de Kingfisher, dans lequel on voit justement les clusters de liquidation sur Binance, donc qui représentent toujours la majorité des clusters de liquidation. On voit qu'on a un petit cluster de liquidation qui s'est mis en place dans la partie haute, hein. Ici, on le voit bien qu'on a le setup au niveau de 30 800 jusqu'à 31 300, 31 400. On a un cluster de liquidité. Ok. Par contre, on voit un énorme cluster de liquidité qui a été racheté suite à cette mèche. D'accord, c'est exactement ces longues qui ont racheté la mèche structurelle ici, donc c'est-à-dire en dessous pardon, des 30 450 jusqu'à globalement 30 000 pour un retest baissier. Donc pour moi, on a ici vraiment une compression de liquidité, on a une liquidité supérieure, on a une liquidité inférieure qui sont en train de se mettre en place, et si on regarde le reste des liquidités et qu'on descend un petit peu plus, on voit que les liquidités, si on allait vraiment chercher les liquidités low, donc les liquidités basses, on irait chercher quand même relativement bas, on irait chercher en dessous des 28 000 pour aller retester ici toute cette liquidité qui se trouve jusqu'à 23 000, qui correspond d'ailleurs à notre target de redescente que l'on a dans une zone de rechargement, ici, notre reload zone, que l'on pourra avoir. Bon, ça reste une target vraiment très long terme, dans une chasse à la liquidité baissière. Est-ce que on irait chercher ça? À savoir qu'on a aussi de la liquidité qui se trouve à 34-36 000. 34-36 000, je vous rappelle encore une fois, ici notre zone de liquidité. Et là, c'est très intéressant, c'est qu'on a une liquidité proche, d'accord, qui se trouve ici. Ici c'est le vide, ici c'est le vide, et nous avons une nouvelle fois de liquidité dans les zones de cohérence. Donc c'est là-dessus où je vous dis qu'il faut toujours analyser la totalité, et là ce que l'on voit, c'est qu'on a dans tous les cas deux appels de prix, et ces deux appels de prix sont des zones de rechargement, que ce soit de vente ou que ce soit d'achat, et que le cours actuellement a un écrasement de liquidité parce qu'il y a une incertitude du marché, ou aller dans une première accélération, et quand on regarde un petit peu les CVD au niveau notamment de Kingfisher, donc il y a cette courbe bleue dans laquelle on voit, hop, je vais vous remettre les indicateurs de façon à ce que vous puissiez les voir, hop, le CVD perp qui se trouve ici en bleu et le CVD spot qui se trouve en vert, donc qui nous permet de voir un petit peu l'évolution, et on voit que dans cette zone de neutralité, on a une cassure baissière des CVD, que ce soit en perp, que ce soit en spot, donc ça sous-entend que l'on tient majoritairement sur des achats long terme, mais que du coup, on a quand même une cassure réellement du momentum structurel qui est en train de se faire. Donc pour moi, on est vraiment dans la classique d'une zone de neutralité, de respiration du cours, dans lequel on risque d'avoir un mouvement relativement fort qui va sortir, et pour moi, le mouvement relativement fort sera fait en deux temps. Première cassure certainement baissière pour aller chercher la liquidité des longues, et ensuite accélération haussière. Je suis relativement plus bull parce qu'on est dans le mois de juillet qui est plutôt positif pour rappel au niveau du BTC et des autres cryptos pour aller chercher justement les 35-36 avant de faire potentiellement un retest beaucoup plus bas par la suite, et on en rediscutera à ce moment-là. Sur la partie macro, rapide, on voit que le Nasdaq a clôturé une semaine dans laquelle on a retesté la zone, donc la zone de respiration risque d'être une zone de neutralité au niveau des indices américains, et quand on regarde en une heure, on voit très bien qu'on est allé faire un très beau retest effectif des 15 225, donc on a vraiment retesté l'order block structurel ici, et on voit qu'on a un petit affaissement, il va falloir surveiller, est-ce que oui ou non, on va ici aller retester cette zone de support middle range dans les 14 600, ou est-ce qu'on va aller chercher l'équité à 14 200. Donc pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'on pourra avoir une zone de neutralité entre 14 200 et 15 200, donc une zone de neutralité de 1000 $ qui correspond à quelque chose de classique au niveau de Nasdaq, qui était quelque chose qu'on a déjà vu régulièrement.
Alors on va faire juste une petite aparté rapide sur LTC, donc Litecoin, dans lequel on a eu une énorme poussée. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a assez peu de temps, on va arriver dans le halving de LTC, et forcément quand on arrive sur le halving, on a une valorisation structurelle qui s'effectue, et c'est exactement ce que l'on voit depuis un certain temps, d'accord? Depuis le 12 novembre, on voit qu'on a une valorisation, et que là on recommence à avoir une accélération haussière qui est généralement très impulsive sur le halving, donc il va falloir faire très attention parce qu'on peut pousser encore un petit peu plus haut, mais je vous rappelle l'adage classique, hein, on est en train ici d'acheter la rumeur et on vendra la nouvelle, donc c'est lorsqu'il y aura le halving, qu'on se rapprochera du halving, on aura un sell-out qui se fera, et donc une tendance baissière structurelle avant de repartir à la hausse un petit peu plus tard, donc quelque chose de classique. Et on terminera aussi sur une vision globale, donc qui est Total 3, qui représente la totalité des cryptos, hors BTC et hors Ethereum. Je vous ai présenté un petit peu ma vision de BTC durant cette quotidienne, et là on voit quand même là-dessus une très belle clôture qui est en train de se faire en weekly, je vais juste mettre en monthly peut-être même, pour vous donner vraiment cette vision-là, où on voit qu'on a vraiment ravalé cette cassure baissière, ici que l'on avait, on a ravalé toute cette mèche, et on est en train d'aller retravailler les parties supérieures, et en train de retravailler ici les zones de retest. Donc ça sous-entend que on a quand même ici absorbé la nouvelle de Gary Gensler, plutôt correctement. Hop, je vais juste mettre comme ça pour bien voir ici l'écrasement des bougies qui est en train de se faire, mais on a absorbé la news Gary Gensler sur la totalité des cryptos hors BTC et Ethereum, et je pense qu'on va continuer à l'absorber, et là-dessus, on a vraiment ce setup qui est en train de se mettre en place, où on sait que, dans tous les cas, on va avoir une prise de position des USA sur la crypto, et ça va être une prise de position qui va être positive. Contre Gary Gensler, contre la SEC, peu importe, je sais qu'on aura une valorisation des USA positive, pour plusieurs raisons, c'est que je ne peux pas imaginer les USA passer à côté de la technologie de la blockchain, en laissant notamment Hong Kong, et donc dans le périmètre général de la Chine, la possibilité de pouvoir absorber la totalité du marché crypto et du marché de la blockchain. Je n'arrive pas à imaginer ça, que cette guerre, qui est une guerre d'ailleurs existante depuis très longtemps entre les USA et justement la Chine, ne se concrétise pas aussi sur la blockchain au niveau de la partie économique. On sait que ça a toujours été le cas, quand il y en a un qui le veut plus, l'autre le récupère, et réciproquement, et donc pour moi, on va arriver à un statu quo où on va avoir une réglementation qui va être beaucoup plus lisible aux USA, et une acceptation des sociétés blockchain crypto, et une facilité d'utilisation et de développement de ces technologies-là au sein des USA, et que là, ce sera vraiment le signal de l'absorption, et on voit que cette nouvelle est en train de se préparer en fait au niveau des marchés, et notamment au niveau des altcoins, où on sait que c'est là que la notion de securities impacte réellement, et qu'il va falloir surveiller. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo de Solana où on va revenir sur le sol, et je vous invite à regarder notamment la vidéo que j'ai effectuée hier sur Ethereum, où je vous explique vraiment son rôle dans le prochain bullrun, et le narratif qui sera tourné autour, et je vous dis à tout à l'heure, à 13h30.